Bonjour et bienvenue pour ce deuxième cours de cette année de la chaire neurobiologie et immunité. Et donc cette année, on continue à explorer les interactions entre le corps et le cerveau. Et on s'intéresse aux interactions entre les cellules, les signaux immunitaires et donc l'activité neuronale et plus particulièrement dans ces premiers cours, l'activité du cerveau. Donc le système immunitaire et le système nerveux ont traditionnellement été étudiés en parallèle. On s'intéresse beaucoup dans le cadre de cette chaire et de ces cours aux interactions qui ont été mises en évidence. Et l'année dernière, on s'est beaucoup intéressé justement au substrat, au support de ces interactions, les différentes voies, mais aussi comment ces interactions peuvent réguler tout ce qui va être sensation et interaction au niveau de la peau, mais aussi comment est-ce que le cerveau est capable d'avoir des représentations du système immunitaire ou de certains types d'inflammation. Et donc cette année, on est parti dans la continuité de ces interactions. Donc si on prend un modèle maintenant classique de fonctionnement des circuits cérébraux, on a donc des signaux externes qui vont permettre ce qu'on appelle de l'extéroception, donc toutes les sensations perçues du monde extérieur, et puis tout ce qui est interoception, les signaux émis et reconnus qui viennent du corps. Et c'est, on va dire, une interaction entre ces deux représentations et ces deux percepts qui vont permettre d'une part la régulation des fonctions corporelles, et dans le contexte de l'immunité, on verra, mais une régulation du système immunitaire, mais également des comportements ou la manière dont un individu, un organisme, un animal se comporte dans le monde extérieur. Donc c'est ce qu'on avait vu l'année dernière, et ce qu'on a vu dans ce premier cours la semaine dernière, c'est vraiment comment est-ce que des signaux immunitaires qui peuvent renseigner sur l'état du corps et aussi du monde extérieur, par exemple, par rapport aux interactions avec des pathogènes, mais aussi avec l'ensemble des micro-organismes qui composent le microbiote, donc renseigner sur l'état corporel, comment ces signaux peuvent être interprétés ou ajoutés comme un signal contextuel dans des comportements qui peuvent être physiologiques ou physiopathologiques, en tout cas adaptatifs. Et on s'est beaucoup intéressé au comportement et on est parti du comportement de maladie, c'est-à-dire un ensemble de réactions, un ensemble de traits comportementaux en réaction à une infection virale, bactérienne, mais aussi à des lésions, par exemple dans un contexte post-opératoire, un ensemble de comportements qui est reconnu comme étant une réaction, on est malade. Et donc on est parti de ce comportement de maladie, on s'est principalement intéressé à la question du retrait social, et on a tout d'abord vu par quelle voie des signaux inflammatoires, notamment des cytokines, qui sont des petites molécules qui peuvent circuler, par quelle voie est-ce que ces signaux inflammatoires, qui sont produits en réponse à ces infections ou à ces lésions, peuvent moduler ces différents types de comportements. Donc on a vu qu'il y avait des voies nerveuses, notamment des nerfs sensoriels, mais aussi le nerf vague qui innerve tous les organes, et d'autres nerfs qui innervent les méninges, mais d'autres voies de communication humorales, c'est-à-dire qui passent par des signaux systémiques, la circulation sanguine, et qui peuvent atteindre le cerveau même s'il y a une barrière qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique et qui limite le passage des signaux entre la circulation sanguine et le tissu cérébral. Et donc on a des petites voies comme ça de communication, donc des petits organes qu'on appelle circonventriculaires, qui sont en fait des régions spécialisées du cerveau, localisées ici, d'autres régions comme les plexus choroïdes. Et puis il y a aussi les méninges qui entourent le cerveau, qui permettent également de se rapprocher. Donc on s'est intéressé particulièrement au retrait social, c'est-à-dire un changement d'interaction avec les congénères, et on a bien décortiqué que certaines cytokines chez l'animal étaient importantes pour médier ce comportement, et notamment une cytokine qui s'appelle l'interleukine 1 bêta.
Donc c'est des expériences très récentes, mais qui montrent véritablement que, indépendamment de la fatigue, d'une absence de motivation, un signal immunitaire produit dans ce contexte peut réguler et initier quelque chose qui est un retrait social et donc quelque chose de proactif dans ce contexte inflammatoire. Alors je voudrais préciser, parce que j'ai eu des questions après le cours, que cette molécule n'agit pas, on va dire, comme pour un automate qui induire une réponse comportementale. Les cytokines, en fait, sont vraiment un signal contextuel qui va permettre de biaiser le traitement d'une information dans le contexte, l'information sociale, dans des circuits qui préexistent, et donc vraiment de changer, d'imposer un biais. Ça veut dire que les réponses comportementales induites ou modulées par les cytokines vont être contextuelles. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et on a vu aussi qu'il y avait d'autres cytokines. Donc, on est parti du comportement de maladie, du retrait, pour dire est-ce que finalement, certaines de ces signaux du système immunitaire ou inflammatoire peuvent apporter une information qui, dans ce contexte-là, va réguler une interaction avec l'environnement, mais qui est adaptée au contexte, c'est-à-dire une infection, une inflammation, une lésion. Et donc, on s'est intéressé à différents types de cytokines. On a vu que ces cytokines sont produites dans une région particulière, dans des circuits périphériques, des organes barrières, les intestins, la peau, mais elles sont aussi produites par toute une myriade de cellules qui sont présentes juste autour du cerveau dans cette structure donc, qui s'appelle les méninges. Que ces différentes cellules peuvent produire différentes cytokines et que la production ou l'absence de production de ces cytokines peut, chez l'animal, moduler, encore une fois, les réponses comportementales. Et que l'expression ou la présence de ces cellules qui produisent ces interleukines peut être modulée par l'environnement, comme par exemple la constitution du microbiote qui nous entoure ou par l'état inflammatoire. Enfin, juste pour reprendre un petit peu ce qu'on a vu, ces différentes populations de cellules qui sont là, ça n'est pas quelque chose de statique. Les populations immunitaires, de cellules immunitaires présentes dans cette couche qui entoure le cerveau sont modulées et sensibles à tout un tas de signaux. Et par exemple, maintenant, il y a de plus en plus d'articles scientifiques, même très récents. Celui-là, il est sorti vraiment très récemment, le 28 janvier, qui montrent qu'il y a des cellules immunitaires qui peuvent être éduquées ou modelées, remaniées au niveau des intestins et qui peuvent ensuite se déplacer et aller coloniser les méninges et donc réguler les cytokines présentes à cet endroit. Il y a d'autres organes, comme par exemple ces fameux petits organes où la barrière hémato-encéphalique est ouverte, dans lesquels on va retrouver des cellules immunitaires qui viennent et qui s'installent. Donc, une interaction potentiellement dynamique, au-delà d'une réponse à des agents infectieux, un comportement de maladie, etc., de plus en plus, une image un petit peu différente qui émerge, que ces différentes cytokines, qui sont produites donc dans des contextes inflammatoires, mais aussi en modulation d'adaptation à l'environnement, peuvent influer sur donc, une réponse comportementale ou donner un contexte, une information contextuelle qui va moduler la réponse comportementale. Et donc, cette réponse adaptative, quelque part, c'est de dire que en même temps, ou en plus de toutes les informations sensorielles que l'on peut avoir ou que des individus ou des animaux peuvent avoir sur le monde qui les entoure, en plus de signaux corporels comme l'état métabolique, de forme physique, etc., les signaux immunitaires, via ces cytokines, vont être un élément de plus, physiologique ou physiopathologique, que le cerveau va pouvoir prendre en compte pour élaborer une réponse comportementale complexe. Et donc, encore une fois, on n'a pas une cytokine qui va moduler un comportement, mais vraiment
biaiser un contexte, biaiser une réponse comportementale, changer la motivation et la manière dont les comportements sont réalisés. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose qui est relié, mais qui est un petit peu différent, qui est finalement qu'est-ce qui se passe dans un contexte où ces signaux ne sont plus du tout interprétés ou interprétables, ne sont plus physiologiques, ne sont plus régulés, vont être maintenus, persistants, ou même quand le système immunitaire attaque le cerveau et perturbe son fonctionnement. Donc on va sortir finalement de ces boucles de régulation où les signaux immunitaires sont interprétables pour voir ce qu'il se passe dans ce contexte-là et qu'est-ce que ça peut nous apporter sur la compréhension de ces interactions. Alors on va aborder cette question principalement cette fois-ci en s'intéressant à des travaux qui ont été réalisés dans un contexte pathologique, souvent chez l'homme, parfois dans des modèles animaux, je le préciserai, et on va s'intéresser à des situations extrêmes. Parce que ces situations extrêmes nous renseignent finalement de manière assez non équivoque sur ce qui se passe et sur ce qui peut se passer. Et les exemples que j'ai choisis, il y en a principalement deux, mais au travers de ces deux exemples, on verra qu'on s'intéressera à beaucoup d'autres choses dans le processus. Donc, le premier exemple, c'est l'interféron alpha. C'est une molécule, donc une molécule qui a été utilisée dans un contexte de traitement, et on verra lequel, et dont on s'est rendu compte qu'elle avait un effet extrêmement fort sur différents aspects de fonctionnement et de régulation des fonctions cérébrales. Et donc ça, c'est un exemple qui va nous permettre de voir que se passe-t-il quand cette fois-ci des signaux immunitaires, des cytokines, ne sont plus régulés. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, on va s'intéresser à un deuxième exemple, qui sont les encéphalites auto-immunes. Et donc là, c'est véritablement des pathologies dans lesquelles le système immunitaire, de manière extrêmement ciblée, se dirige ou se retourne contre le cerveau. Et pour pouvoir aborder cet exemple, on va être obligé de faire un petit détour pour vous parler justement de qu'est-ce que c'est que l'auto-immunité, qu'est-ce qu'on sait d'autres pathologies auto-immunes du cerveau pour pouvoir vraiment bien poser les bases et comprendre cet exemple. OK ? Bon, on est parti. Alors, donc on va commencer par ce premier exemple qui est donc l'interféron alpha et le traitement à l'interféron alpha. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que l'interféron alpha? Donc déjà, il y a plusieurs types d'interférons, mais je pense qu'on ne va pas rentrer dans les détails. L'interféron alpha, c'est un interféron de type 1, qui est une molécule absolument clé dans la défense antivirale et la réponse antivirale. Donc, ce type de molécule, d'interféron, est produit par une cellule lorsqu'elle est infectée par un virus et notamment en réponse à la présence de certains types de fragments d'ADN, ça peut être aussi de l'ARN, qui vont être reconnus et qui est une marque très particulière donc, d'une infection virale. On va avoir des cascades qui vont conduire à la production d'interférons et cet interféron va pouvoir agir sur la cellule voisine qui, et dans ces deux contextes-là, on va avoir la mise en marche de l'expression de certains gènes qu'on appelle des gènes stimulés par l'interféron, qui sont en fait des programmes entiers qui vont être essentiels pour la réponse antivirale. Et donc là, on a vraiment, véritablement, via donc l'interaction avec l'interféron avec un récepteur, on a via différentes voies l'activation d'un extrêmement grand nombre de cascades. Donc, cette réponse, ces gènes qui sont induits, on les appelle en anglais des ISG, Interference Stimulated Genes, des gènes stimulés interférons, mais ça représente véritablement l'ouverture d'une cascade et d'une réponse cellulaire absolument très large. Et on va avoir des effets très multiples avec différentes voies qui sont induites, mais qui vont permettre globalement de limiter la reproduction du virus au sein des cellules,
de reprogrammer intégralement l'immunité et de la stimuler, et de continuer à propager cette réponse à l'interféron à des cellules voisines. Donc ce sont des molécules clés dans la réponse et dans la défense contre les virus, mais qui vont, par essence, avoir énormément d'effets. Et le fait que justement ça limite la réplication et la propagation des différents virus ont fait que cette molécule a été pendant assez longtemps utilisée dans certains contextes de la lutte contre certains virus. Et en particulier, les traitements à l'interféron alpha ont été en première ligne dans les traitements contre l'hépatite C, qui est donc un virus qui atteint le foie et qui est extrêmement toxique. Et il y a un certain nombre de cas ou de patients qui sont atteints donc, de l'hépatite C. Donc, on a, depuis les années 80, véritablement utilisé l'interféron en combinaison avec d'autres composés comme première ligne, on va dire, de traitement dans le contexte des hépatites C. Et alors, vous voyez Future, en fait, c'est en 2013, donc on est un tout petit peu décalé, mais c'est quelque chose qui a été utilisé pendant assez longtemps. Et maintenant, on n'utilise plus du tout cet interféron. On a maintenant des antiviraux extrêmement spécifiques, et c'est le bon moment de dire que, eh bien justement, pendant toutes ces années, des années assez récentes, le développement d'antiviraux spécifiques dans différentes pathologies, pour traiter différentes pathologies, a vraiment été aussi un changement majeur pour le traitement de pathologies diverses. Alors, vous pouvez voir que si ça a été utilisé, c'est que ça marche. Quand on voit ici, donc, en semaine de traitement, si de l'interféron en combinaison avec un autre composé, alors il y a quand même certains cas où on n'a pas de réponse, mais globalement, on peut avoir des réponses qui peuvent être extrêmement fortes, spectaculaires, constantes, ou alors avec partiel ou avec un relapse, etc. Et donc en fait, on a eu comme ça des cohortes de patients traités avec cette molécule, cette cytokine, cette molécule immunitaire. Et donc on a observé dans ce contexte-là énormément d'effets secondaires et en particulier des effets secondaires sur le fonctionnement du cerveau à tout un tas d'échelles différentes. Alors, je tiens juste à préciser que c'est une liste qui, en fait, est extraite d'un article dans lequel le traitement de l'interféron n'a pas été utilisé pour l'hépatite C, mais c'est exactement le même type de panel, on va dire, de symptômes que l'on peut observer. Donc, une première observation, ce sont des perturbations d'ordre cognitif. Alors, je n'en ai pas beaucoup parlé la semaine dernière, mais il y a vraiment des cytokines dont on sait qu'elles peuvent réguler la mémoire, notamment chez l'animal. Et donc ici, ce qu'on voit, c'est une perturbation déjà cognitive avec des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire, des problèmes d'indécision, de confusion. D'autre part, des effets sur l'induction d'un état dépressif assez marqué. C'est d'ailleurs en ça qu'on a commencé à s'intéresser aux conséquences du traitement à l'interféron. C'est parce qu'en fait, ce traitement, chez 30 à 50% des patients, induisait un épisode dépressif assez fort, potentiellement associé avec des dangers pour les patients. Et puis, une augmentation de la tension, de l'irritabilité et de l'anxiété. Des effets aussi végétatifs qui sont difficiles mais de la fatigue, une perte d'énergie, etc. Des choses qui sont véritablement, là aussi, reliées vraiment à un comportement de maladie ou une réponse anti-inflammatoire. Alors, je voudrais juste, avant de partir dans l'épisode dépressif, parler de cet effet cognitif de l'interféron. Parce que c'est quelque chose, alors, brouillard cérébral, brouillard mental, en anglais, c'est brain fog. C'est quelque chose, c'est un ensemble de perturbations du fonctionnement cérébral qui en fait a trouvé un nom uniquement relativement récemment, même s'il était bien caractérisé dans énormément de contextes. Donc ici, le traitement à l'interféron, mais on a aussi, on le verra, toutes les maladies inflammatoires chroniques, certaines maladies auto-immunes, où on va retrouver un ensemble
de différents symptômes qui collectivement ont été baptisés brouillard mental ou brain fog et dont les patients voient extrêmement bien à quoi ça correspond. Et c'est une terminologie qui a permis de communiquer bien entre les patients et les médecins et qui a surtout et beaucoup émergé en réponse à la pathologie du Covid long. Et si on a un petit peu de temps, je dirais 2 mots justement de comment est-ce que tout ce dont on a parlé aujourd'hui nous éclaire pour comprendre ce qui se passe. Donc un brouillard cérébral et différents impacts. Et comme je le disais, une dépression chez 30 à 50% des patients, donc qui peut être sévère ou majeure. Et ce qui était extrêmement impressionnant, c'est que cette dépression partait à partir du moment où le traitement était arrêté. Alors, tous les patients n'ont pas développé de dépression. Il y a une corrélation entre le fait que certains patients aient déclaré une dépression avec un état psychiatrique préalable ou des épisodes dépressifs préalables. Néanmoins, l'arrêt du traitement était clairement associé à un relapse important de cet épisode dépressif. Et donc ça a été c'est encore aujourd'hui une des preuves solides épidémiologiques qu'une activation cytokinique hors contexte majeure, encore une fois c'est l'interféron, donc ça a des effets massifs, mais une activation cytokinique majeure hors contexte, hors régulation, continue ou chronique, en fonction de comment on veut la voir, peut avoir un effet majeur donc sur le fonctionnement du cerveau, un épisode dépressif et un brouillard cytokinique, un brouillard cérébral. Alors ce qui était assez clair aussi, c'est qu'un traitement par antidépresseur avant l'exposition ou le traitement à l'interféron améliore ou bloque majoritairement le développement de ces épisodes dépressifs, montrant que finalement il y a effectivement une corrélation ou en tout cas un point d'intersection entre ces cytokines et potentiellement l'induction dans certains cas d'épisodes dépressifs. Alors sur un plan mécanistique, il y a de nombreux travaux qui ont été réalisés aussi bien chez l'homme que chez l'animal et qui ont cherché à comprendre finalement comment ou pourquoi est-ce qu'une activation chronique ou soutenue ou hors contexte de ce type de cytokine pouvait créer un terrain favorable au développement d'un épisode dépressif. Alors je voudrais vraiment être très claire, toutes les dépressions ne sont pas induites par des modifications inflammatoires. Et bien sûr, dans ce contexte-là, la seule chose que ça montre, c'est que dans certaines conditions, une cytokine peut favoriser un terrain, constituer un facteur de risque qui, cumulé à d'autres choses, peut éventuellement créer une pathologie. Donc, les différents travaux qui ont été réalisés chez l'animal, chez l'homme, se sont vraiment intéressés à des effets induits de manière aiguë par des cytokines ou par, on va dire, une inflammation aiguë, donc en injection de lipopolysaccharides, c'est un composé de la membrane de certaines bactéries à gram négatif qui peuvent déclencher ce comportement de maladie, et observer qu'on avait des effets qui ont été baptisés proches de la dépression, un état dépressif chez l'animal qui était un petit peu décalé et qu'on pouvait amplifier quand on faisait une exposition chronique à donc, ces injections de ce composé qui donc, maintient une inflammation. Et ce qui a été bien montré également chez l'animal, c'est que en fait, le maintien, on va dire, hors contexte et le maintien de ces cytokines inflammatoires qui normalement sont éteintes après la lutte contre le contexte inflammatoire, via différentes cascades, différents enzymes, agir sur les niveaux de tryptophane, qui est un acide aminé présent dans la circulation et qui est un précurseur essentiel d'un neuromodulateur qui s'appelle la sérotonine.
Et la sérotonine, c'est un neuromodulateur qui régule l'activité des circuits cérébraux. Et à l'heure actuelle, la majorité des antidépresseurs sont des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, c'est-à-dire ce sont des molécules qui permettent globalement d'augmenter un petit peu le niveau de sérotonine, ou en tout cas l'activité de la sérotonine dans les circuits. Donc là, on a directement une explication possible de pourquoi ou de comment est-ce que le maintien de certaines cytokines inflammatoires peut favoriser un terrain qui va permettre le développement d'épisodes dépressifs, ou en tout cas augmenter statistiquement et très clairement statistiquement le déclenchement dans le cas de ces patients exposés à un traitement à l'interféron. Et aussi expliquer pourquoi finalement le traitement par antidépresseur peut, entre guillemets, moduler ou prévenir le développement de ces épisodes dépressifs. Et donc chez l'homme, on voit qu'on a également chez ces patients une diminution du taux de tryptophane en fonction on va dire, d'un score qui permet d'évaluer l'état dépressif des patients. Et on a aussi, et ça c'est très important de le dire, plein d'autres effets, notamment des effets de régulation de l'axe hypothalamo-hypophysaire, d'autres axes du stress, aussi des effets sur la dopamine, etc., etc. Donc clairement un panel complexe, un panel contextuel, mais ces études qui ont été réalisées donc, sur différentes cohortes montrent vraiment que, entre guillemets, le maintien ou l'effet d'une cytokine inflammatoire dans un contexte où il est utilisé comme un médicament peut véritablement perturber, moduler le fonctionnement du cerveau. Donc ici, j'ai parlé d'épisodes dépressifs, mais je voudrais rappeler aussi tout le contexte de la perturbation cognitive et du brouillard cérébral associé. Alors, est-ce que cet exemple qui est assez frappant, on va dire, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut élargir, qu'il y a d'autres implications? Alors, bien sûr, quand on parle de cytokines inflammatoires, on pense à des maladies auto-immunes ou des inflammations chroniques et différentes pathologies. Et il y a différentes études qui montrent des résultats assez variés et différents. Mais il y a une étude extrêmement importante qui a été réalisée sur l'ensemble de la population danoise, en fait. Alors là, 78 millions de personnes, puisqu'ils ont eu accès à des données d'instituts psychiatriques qui ont été assez tôt informatisés. Et donc, vraiment une étude extrêmement vaste qui semble quand même montrer que les maladies auto-immunes et certaines infections sévères, alors c'est une corrélation, pourraient être des facteurs de risque pour certains désordres de l'humeur, donc, qui peuvent inclure des épisodes dépressifs ou d'autres aspects on va dire des humeurs. Ce qui est clair aussi, c'est qu'on a systématiquement dans plusieurs pathologies des comportements de maladies chroniques et un brouillard cérébral ou mental associé à différentes pathologies auto-immunes, inflammatoires chroniques ou aussi rapportées par des patients et des patientes qui sont exposés à des traitements qui modulent tout le système immunitaire. Donc dans ce contexte-là, on peut voir que maintenant, quand ces signaux immunitaires de type cytokinique sont sortis d'un contexte, maintenus, soit parce qu'on les utilise comme des médicaments, ce qui est en général très important, c'est pour ça qu'on le fait malgré les conséquences éventuelles et que donc, qui sont prises en charge, mais aussi dans des contextes où finalement ces cytokines sont modulées, maintenues, enlevées, on peut avoir des conséquences cette fois-ci pathologiques et non adaptatives sur le fonctionnement du cerveau, où cette fois-ci, on va avoir finalement ce qu'on peut penser ou conceptualiser comme un dommage collatéral, où normalement une information immunitaire dans un contexte physiologique peut réguler ou participer à la régulation de l'activité du cerveau.
Et dans ce contexte-là, elle va perturber son fonctionnement et potentiellement induire, on va dire, des effets secondaires et des effets non désirés qui montrent que donc il existe aussi une voie de communication très forte entre ces signaux immunitaires et les fonctionnements cérébraux. Donc un autre aspect, donc là c'est quelque chose qui est général, l'interféron, une réponse ou une cytokine qui peut avoir des effets sur énormément d'aspects de la physiologie. Qu'est-ce qui se passe quand, parfois, de manière beaucoup plus spécifique, le système immunitaire, et ça arrive, se retourne et cette fois-ci attaque ou a une réponse non adaptée dirigée contre le cerveau ou le système nerveux. Donc on va s'intéresser à cette question et avant d'aller jusqu'à ces encéphalites auto-immunes qui nous intéressent, on va parler un petit peu justement de qu'est-ce que c'est que l'auto-immunité, donc pourquoi et comment le système immunitaire peut se retourner et attaquer et attaquer l'organisme, et dans ce contexte-là, le cerveau. Et on va voir d'autres types de pathologies avant d'aller aux encéphalites auto-immunes. Alors, juste avant de se lancer là-dedans, je voudrais préciser ce que c'est qu'une encéphalite, et puis on va voir ce que c'est, pourquoi on parle d'auto-immune. Donc, une encéphalite, c'est quoi? C'est une inflammation du tissu cérébral qui entraîne une altération aiguë ou subaiguë du fonctionnement du cerveau et qui se manifeste aussi bien par des troubles neurologiques que psychiatriques. Donc là, on se retrouve, encore une fois, à la frontière entre des symptômes qui peuvent être des symptômes, on va les appeler neuropsychiatriques. Dans certains cas, ils sont clairement psychiatriques, dans d'autres cas, ils sont clairement neurologiques, mais on peut avoir vraiment des pathologies qui sont positionnées sur un spectre beaucoup plus large. Alors, les encéphalites ont véritablement, très majoritairement, une origine infectieuse. Et on en connaît beaucoup, donc une origine virale, donc qui sont liées au virus de l'herpès, mais on a aussi d'autres types de virus, par exemple le virus du West Nile, qui fait la maladie de Lyme, qui peut créer une encéphalite. Beaucoup plus rare des encéphalites d'origine bactérienne, liées à la listeria, mais aussi par exemple la neurosyphilis, qui n'est pas toujours une encéphalite, qui peut avoir d'autres conséquences, mais la syphilis, qui était une maladie extrêmement fréquente, qui l'est moins mais qui revient, avait véritablement à terme un impact psychiatrique avec une grande partie des malades qui, avant qu'on découvre les antibiotiques, qui finissaient comme étant des patients psychiatriques sévères. Et puis d'autres formes fongiques, parasitiques, avec la toxoplasmose, etc. Donc une encéphalite, c'est une inflammation du cerveau qui, en général, est liée à une infection virale, bactérienne, etc. Mais en fait, on peut aussi avoir donc, une inflammation du tissu cérébral qui est liée à une réaction auto-immune. Et alors, qu'est-ce que c'est que l'auto-immunité ? C'est la capacité du système immunitaire à reconnaître et à réagir, ça c'est important, contre des constitutions du soi, qu'on appelle des auto-antigènes, des molécules, des cellules ou des tissus propres à l'organisme. Et donc, avant de commencer à s'intéresser à ces encéphalites à auto-anticorps, on va essayer de décrypter un petit peu comment et dans quelles conditions cette auto-immunité peut se mettre en place et qu'est-ce qu'on sait par ailleurs de l'auto-immunité dans un contexte ciblé contre le cerveau ou le système nerveux. Donc la réponse immune, comme on l'a déjà vu dans plusieurs cours, dépend finalement de deux grands systèmes qui ont des temporalités différentes. Le premier, c'est le système immunitaire inné et le système immunitaire adaptatif. Donc inné, ça va être les macrophages, de nombreuses cellules dans les tissus. C'est principalement au début ces cellules-là qui, par exemple, vont produire les cytokines dont j'ai parlé.
Et puis la réponse adaptative qui fait intervenir les lymphocytes B et T. Les lymphocytes B produisent des anticorps, les lymphocytes T peuvent reconnaître différents antigènes et attaquer les tissus. Et l'immunité adaptative, c'est lent, mais entre guillemets terriblement efficace. Il y a nécessité d'avoir des freins. Et aussi, c'est un système qui est essentiel à terme et à long terme pour la défense contre les agents infectieux. Alors pourquoi? Comment ça marche? Donc c'est les lymphocytes. Ici, j'ai représenté que les T, mais les lymphocytes B sont là aussi, sont capables de se diversifier et d'avoir des récepteurs qui peuvent reconnaître virtuellement tous les antigènes ou toutes les molécules qu'elles peuvent rencontrer. Et donc, cette molécule, quand elle est reconnue par ce récepteur, on l'appelle un antigène. Quand donc ce lymphocyte rencontre cet antigène, il va y avoir une expansion clonale, et ce sont ces cellules qui vont avoir une fonction effectrice, c'est-à-dire lutter et tuer, par exemple, les cellules qui présentent cet antigène ou les virus, etc., etc. Il va y avoir une mémoire, et c'est le principe de la vaccination. Quand ils re-rencontrent le même antigène, à ce moment-là, on a une amplification extrêmement rapide, etc., etc. Alors ça, justement, ça nécessite des freins, puisque si, justement, on peut générer tous les lymphocytes qui peuvent reconnaître absolument tout, il faut quand même qu'on évite de générer trop de lymphocytes qui vont être capables de reconnaître des molécules de notre propre corps. Sinon, on voit bien que ça peut faire des dégâts, et c'est d'ailleurs ce qui se passe justement dans ces maladies auto-immunes, où on a une brèche de ce qu'on appelle la tolérance, c'est-à-dire on peut tolérer un petit peu d'anticorps dirigés contre soi, mais pas tellement. Alors comment est-ce que se passe, on va dire, cette élimination ou cette tolérance des lymphocytes contre les antigènes du soi? Alors, juste pour préciser encore une fois, ici, ce schéma, c'est pour des lymphocytes T, qui peuvent être des cellules qui vont être cytotoxiques, qui peuvent reconnaître d'autres cellules, les éliminer, etc. Les lymphocytes B produisent en fait des anticorps qui vont être capables de reconnaître ces différents antigènes et qui sont produits, sécrétés et présents dans la circulation sanguine. Alors, où se passe cette sélection ou cette élimination de ces lymphocytes qui reconnaissent les antigènes du soi? Donc, les lymphocytes BT sont produits dans la moelle osseuse et on va avoir différents types de maturation. Les lymphocytes B maturent dans la moelle osseuse et c'est à cet endroit-là qu'on va avoir une sélection qu'on appelle centrale, c'est-à-dire que des clones de lymphocytes B qui reconnaissent des molécules du soi, qui sont produites localement, vont être éliminés. Et pour les lymphocytes T, cette maturation va se passer dans un autre organe, va se passer dans le thymus, et c'est cette étape-là qu'on appelle donc une sélection, où on va avoir donc une tolérance centrale. Il y a quand même quelques petites lymphocytes qui peuvent reconnaître le soi, qui vont passer entre les mailles du filet. Et les antigènes du système nerveux sont particulièrement mal éliminés. On pourra discuter de pourquoi, mais on a comme ça des cellules qui passent entre les mailles du filet. Alors il n'y a pas que, on va dire, une sélection centrale, parce qu'en fait ces cellules immunitaires, ensuite, elles ont tout un long voyage dans l'organisme, et ici c'est représenté pour les lymphocytes B, mais depuis la moelle osseuse, on a véritablement tout un trafic et on va dire tout un voyage dans ce qu'on appelle des organes lymphoïdes secondaires et tertiaires. Pour les lymphocytes B, c'est la rate et c'est notamment les ganglions lymphatiques, mais il y a d'autres organes tertiaires où ces cellules vont être activées par certains peptides, par certains antigènes, proliférer, aller dans des centres germinatifs, etc., etc., avant finalement de devenir ces cellules qui produisent les anticorps. Et à toutes ces étapes, on a aussi également, donc ici, après sélection centrale, il reste quand même des petits lymphocytes T qui reconnaissent des auto-antigènes. On a un petit peu de lymphocytes B qui reconnaissent les auto-antigènes. Après cette phase, pendant tout ce périple dans le corps et dans les organes lymphoïdes, on va avoir aussi on va dire, le maintien d'une petite quantité de ces cellules qui peuvent reconnaître
des antigènes du soi. C'est ce qu'on appelle la tolérance périphérique. Alors pourquoi finalement on a encore ces cellules qui peuvent nous attaquer? Alors, sur un plan finaliste, on ne sait pas, mais sur un plan finaliste, soit c'est des erreurs, soit on peut imaginer aussi que ça peut être pratique dans certains contextes où finalement on veut quand même défendre le tissu et mais ce n'est pas grave si à un moment donné on est capable de reconnaître des cellules du soi, etc. Une autre hypothèse, c'est que finalement il y a énormément de possibilités de rencontrer des antigènes et de garder un répertoire extrêmement large, ça peut toujours être utile. Quoi qu'il en soit, on a donc différents niveaux de tolérance et on va quand même pouvoir garder ces cellules. Et lorsque ces cellules sont activées, et c'est ça qui est important, on a quand même un fond de molécules de ces lymphocytes qui peuvent reconnaître des antigènes du soi, mais lorsque ceux-ci sont activés par des antigènes, à ce moment-là, on va avoir une réaction d'auto-immunité. Et on va voir qu'est-ce qui peut favoriser cette réaction auto-immune. Il y a toute une série de facteurs qui peuvent aller de l'identité sexuelle. Les maladies auto-immunes sont largement des maladies qui concernent les femmes. L'inflammation, la présentation de certains antigènes, etc., etc. Et ce qui est très important aussi de bien se rappeler, c'est que dans le contexte de l'auto-immunité, on a un échappement, on va dire, ou une possibilité de lymphocytes qui vont reconnaître des antigènes du soi aussi bien au niveau des lymphocytes T, cytotoxiques, qui eux vont aller détruire des cellules, des tissus, qui sont capables de reconnaître des cellules, des tissus et d'induire la destruction de ces tissus, ou la production d'anticorps, qui sont là des molécules différentes, qui circulent soit dans la circulation sanguine, soit dans les tissus, et qui peuvent avoir un effet définitif ou réversible. Ces cellules attaquent, et ces anticorps bloquent l'action de certains composés, et on va voir que c'est quelque chose qui est assez fondamentalement différent dans le contexte des pathologies auto-immunes qui peuvent cibler le cerveau comme les encéphalites. Donc, cette tolérance et le déclenchement de l'auto-immunité se fait principalement dans la périphérie, donc ici au niveau des ganglions lymphatiques, mais peu importe, où on va avoir donc ces auto-lymphocytes B et auto-lymphocytes T. Et les maladies auto-immunes sont véritablement assez fréquentes. Vous en connaissez un grand nombre. Donc, inflammatory bowel disease, ce sont les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, le diabète de type 1, la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde et le lupus. Donc, c'est des exemples, mais c'est des maladies qui touchent énormément de personnes et d'organes, et donc qui sont liées à une levée de ces processus d'élimination de ces cellules qui peuvent reconnaître le soi, et surtout à une activation de ces cellules. Alors, quels sont les facteurs qui peuvent déclencher, réguler une réponse auto-immune stable dans les tissus? Alors là, il y a énormément de facteurs, comme je le disais, et soyons clairs, le déclenchement de ces maladies auto-immunes est éminemment multifactoriel. Ça veut dire que c'est vraiment multifactoriel. Pour l'instant, on ne sait absolument pas s'il y a des facteurs qui vont être beaucoup plus importants ou pas. On peut identifier des risques, mais il va toujours falloir qu'il y ait plusieurs de ces risques en combinaison pour que la maladie se déclenche. Et donc, on n'a pas encore une vision bien précise d'un processus causal. Je dis ça parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important, mais pas forcément facile à comprendre. Si on dit, si on a une infection et qu'on a un antigène qui va ressembler à un antigène du soi, tout d'un coup, pour se défendre contre cette infection,
à ce moment-là, on va développer une auto-immunité. C'est souvent pas suffisant pour déclencher une maladie auto-immune. Donc, facteur de risque, à chaque fois, on est dans un contexte de facteur de risque et de multifactorialité. Alors, justement, je disais, qu'est-ce qui peut conduire à ce déclenchement? Donc, on sait que l'identité sexuelle est extrêmement un facteur de risque extrêmement fort. Il y a 70 à 80% des patients de maladies auto-immunes qui sont des femmes. On sait qu'il y a un rôle des hormones stéroïdiennes femelles, mais on sait aussi maintenant qu'il y a probablement un rôle non négligeable de certains gènes qui sont présents sur le chromosome X et dont l'inactivation peut échapper, qui peuvent échapper à l'inactivation du chromosome X dans ces contextes et changer les réponses immunitaires et également la tolérance. Le contexte microbien peut participer, mais encore une fois, ce sont des facteurs de risque. Et on va beaucoup s'intéresser à cette partie-là, qui est finalement la présentation des antigènes et l'activation de ces différents types de lymphocytes par des antigènes. Donc la première chose qu'on peut voir, en fait, c'est dans un contexte d'une infection, par exemple par un virus, on peut avoir ce que l'on appelle un mimétisme moléculaire, c'est-à-dire que ce virus ou des molécules ou des protéines de ce virus vont être extrêmement proches de molécules qui sont des molécules du soi. Et donc, en essayant, lorsque l'organisme essaye de se défendre contre ces virus, il va développer, amplifier des lymphocytes qui vont potentiellement reconnaître aussi ces molécules du soi. Et donc on peut déclencher, ou en tout cas favoriser une levée, on va dire favoriser l'auto-immunité. Et on va voir qu'il y a certains cas où maintenant on commence à comprendre dans quel contexte ça peut être important. On peut avoir aussi une exposition très particulière à des antigènes auxquels normalement le système immunitaire n'est pas exposé. Et dans le cas du cerveau, c'est un facteur assez important. C'est que, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, le cerveau est séparé de la circulation sanguine par la barrière hémato-encéphalique. C'est une barrière qui est modulable. C'est une barrière qui limite le passage de cellules immunitaires dans le cerveau. Donc il n'y a pas de lymphocyte T, il n'y a pas de lymphocyte B. Donc ces lymphocytes ne sont pas en contact avec le parenchyme ou avec des populations de neurones, et ça limite aussi le passage de certaines molécules, par exemple les anticorps. Les anticorps, en conditions physiologiques, ne passent pas dans le cerveau. Si on a une petite rupture ou une modulation de cette barrière, on peut à ce moment-là favoriser le contact entre certains antigènes, certains épitopes, certains antigènes qui peuvent être reconnus par le système immunitaire. Et puis, on peut avoir aussi une augmentation de la présentation des antigènes, par exemple dans le contexte des tumeurs. Et je vais y revenir. Alors, pour illustrer véritablement toutes ces différentes possibilités, je vais vous parler de quelques maladies ou de quelques pathologies auto-immunes qui sont des pathologies du système nerveux central dans lesquelles on a bien établi maintenant la manière dont le système nerveux attaque ou donc se retourne, le système immunitaire attaque ou se retourne contre le cerveau. Alors la première, c'est la sclérose en plaques, qui est mentionnée ici. Donc la sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune, donc le système immunitaire se retourne contre les circuits cérébraux et qui est démyélinisante. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le système immunitaire attaque la gaine de myéline, qui est une gaine qui entoure les axones, les neurones et qui régule la propagation de l'influx nerveux. Il y a des formes récurrentes et des formes progressives. Dans les formes récurrentes, on a démyélinisation, remyélinisation et les propriétés fonctionnelles des circuits sont récupérées complètement. Dans les formes progressives, on a
une perte continue des différentes propriétés. Les causes sont extrêmement multifactorielles. C'est une maladie qui est fréquente, avec un âge situé entre 20 et 50 ans, et on retrouve encore cette prédiction, 2 fois plus de femmes que d'hommes. Donc on connaît extrêmement bien maintenant la pathologie, on va dire la pathophysiologie de cette maladie. Encore une fois, on a ces gaines de myéline ici qui sont détruites en partie qui sont détruites par le système immunitaire ou attaquées par le système immunitaire. Et dans ce contexte-là, je vous ai dit auto-immunité, il y a les lymphocytes T cytotoxiques, il y a les anticorps. On va retrouver aussi bien des excusez-moi, on va retrouver aussi bien des lymphocytes T cytotoxiques, mais beaucoup d'anticorps qui sont capables de reconnaître la gaine de myéline et conduire à sa destruction. Alors il y a beaucoup de travaux qui ont émergé ces dernières années sur pourquoi, comment la sclérose en plaques se déclenche. Et je vais juste vous rapporter ça parce que sur un plan de déclenchement de l'auto-immunité, c'est finalement assez intéressant. Et donc en fait, la manière dont on peut voir maintenant la sclérose en plaques, c'est véritablement, ou un processus auto-immunitaire, c'est vraiment une erreur durable du système immunitaire, mais qu'on a pu relier avec un virus en particulier, qui est le virus d'Epstein-Barr. Alors le virus d'Epstein-Barr, c'est un virus qui peut causer des rhumes, mais qui peut dans certains cas causer la mononucléose. Et il peut être aussi complètement asymptomatique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'est pas causal, puisque plus de 80% de la population a eu ou a été exposée au virus d'Epstein-Barr. Donc on revient dans cette notion de facteur de risque et de cause multifactorielle. Ce n'est pas parce qu'on a été exposé à ce virus qu'on déclenche une sclérose en plaques. Ceci dit, des études très larges, sur de très larges cohortes aux États-Unis qui ont été réalisées par l'armée, donc qui avaient accès à des échantillons sanguins massifs par l'armée américaine, et ça c'est des travaux, tout ça c'est vraiment des choses qui ont été faites ces très dernières années, donc c'est très récent, ont montré que en fait tous les gens qui développaient une sclérose en plaques avaient été exposés systématiquement à ce virus. Et ce que les chercheurs ont pu montrer, qui est assez incroyable, c'est que en fait les anticorps ou la réponse immunitaire qui est observée dans le contexte de la sclérose en plaques est probablement en partie un mimétisme moléculaire contre une protéine ou une molécule, ou même plusieurs molécules produites par le virus d'Epstein-Barr. Ils ont pu au moins en identifier une qui est gliacam, enfin cette molécule ici, ce facteur ici du virus ressemble à une molécule présente dans le cerveau qui s'appelle gliacam, qui est très importante pour le fonctionnement. Et en fait, en contact avec le virus d'Epstein-Barr, plusieurs individus peuvent produire des anticorps qui vont reconnaître cette molécule du soi, ce gliacam. Il y en a probablement plein d'autres. Ce qui a été montré extrêmement récemment aussi, ces dernières semaines, c'est qu'en fait, l'infection par le BV va complètement moduler la manière dont les lymphocytes B, qui produisent des anticorps, vont être régulés et vont réagir et moduler l'inflammation et l'infection. Donc on a plusieurs aspects. On a un mimétisme moléculaire où en essayant de lutter contre un virus, un individu peut créer des anticorps ou une réponse immunitaire qui va en fait reconnaître des molécules qui sont présentes dans le cerveau. Il va aussi falloir forcément à un moment que ces anticorps puissent rentrer dans le cerveau, donc il faut qu'il y ait une brèche, et ça peut arriver pour plein d'autres raisons, mais une brèche de cette barrière, et puis une activation, une modification dans la manière dont les lymphocytes B et certains lymphocytes vont répondre à un contexte inflammatoire. Mais en tout cas, vous voyez que c'est quelque chose qui peut être excessivement compliqué et à plusieurs couches et à plusieurs moments dans le temps qui vont se cumuler.
Donc d'autres pathologies auto-immunes dirigées contre le cerveau ou contre le système nerveux, donc la neuromyélite optique ou maladie de Devic, NMO, c'est des maladies auto-immunes rares, inflammatoires, là aussi démyélinisantes, et qui touchent le nerf optique ou la moelle épinière, donc différentes régions. Toujours ce biais, ce dimorphisme sexuel, plus chez les femmes que chez les hommes, pareil au milieu de la vie. Et puis MOGAD, qui sont en fait des maladies du spectre des anticorps anti-MOG. MOG, c'est une molécule qui peut composer la myéline, et également maladies inflammatoires, etc. Et ce qui a été bien montré là aussi, dans ce contexte-là, qui sont là aussi des pathologies démyélinisantes, MOGAD ou NMO, qu'on a plusieurs choses. On a détecté dans le sang des patients, des patientes, des anticorps dirigés contre ces molécules, ici MOG, qui est présent dans la myéline, et dans cette pathologie-là, des anticorps qui vont reconnaître cette molécule, l'aquaporine, qui est présente sur d'autres cellules du cerveau qui sont en fait, ou du système nerveux central, qui sont en fait des astrocytes, qui sont des cellules soutien, enfin qui régulent différents aspects du fonctionnement des circuits cérébraux et qui vont donc altérer le fonctionnement de ces cellules en ciblant donc cette molécule, l'aquaporine 4. Ce qui a été bien montré aussi, c'est que dans les deux cas, on a en fait et un passage des anticorps dans ces régions, mais aussi des cellules T qui sont capables de rentrer. Donc les deux bras actifs du système immunitaire adaptatif qui sont capables de moduler et de perturber le fonctionnement dans ces contextes-là. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce que, enfin je veux dire en dehors de... C'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des patients, il y a des patientes, c'est des pathologies qui sont extrêmement lourdes, qui ont des tableaux cliniques qui peuvent être extrêmement difficiles et donc lourds, de comprendre et de progresser dans la compréhension des mécanismes sous-jacents a quand même permis de développer, au début on ne comprenait pas pourquoi ça marchait, mais en tout cas d'explorer des pistes qui ont eu une incidence sur le traitement de ces pathologies. Et notamment des anticorps qui sont ciblés contre une molécule qui s'appelle CD20, qui est présente sur les lymphocytes B à certaines étapes de leur maturation et a été absolument clé dans le traitement, notamment de la sclérose en plaques, mais aussi dans certaines des pathologies démyélinisantes. Donc, quand on prend les lymphocytes B, et encore une fois, je vous ai dit, il y a un long voyage ou un long cheminement au travers de ces différentes phases de maturation. Donc ici, c'est dans la moelle osseuse, ici, c'est dans la circulation sanguine, et là, c'est dans les tissus ou dans les organes lymphoïdes secondaires et tertiaires. En fonction de l'état ou de la phase de la vie de ces cellules, elles vont exprimer des facteurs différents. Et donc ce CD20 est présent pendant cette phase très particulière ici, pas pendant la phase de production des anticorps finaux, mais pendant toute cette phase, depuis ces cellules pré-B jusqu'à la maturation. Et quand on utilise des anticorps qui, cette fois-ci, vont bloquer l'activité, vont bloquer ce CD20, on est capable d'éliminer ou de bloquer la maturation et la production de ces lymphocytes pendant toute cette phase-là. Et donc de cibler les lymphocytes B dans des pathologies, et notamment dans la sclérose en plaques, a véritablement, on va dire, entre 10 et 15 dernières années, a véritablement changé la manière dont on soigne les patients atteints de sclérose en plaques. Alors ça marche aussi très 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 bien dans la NMO, ça marche beaucoup moins bien dans cette pathologie-là. Et une des raisons, on va dire, potentielles, sous-jacentes au fait que ça marche moins bien, c'est que peut-être dans ces pathologies, on détecte des anticorps, des auto-anticorps, c'est-à-dire des anticorps qui reconnaissent des molécules du soi dans le sang
ici des anti-MOG, ici des anti-aquaporine 4, ici on va retrouver différents types d'auto-anticorps, et on va, dans le tissu attaqué, on va avoir ces anticorps, mais on va avoir aussi des lymphocytes T cytotoxiques. Et une des hypothèses, quand on cible les lymphocytes B, c'est que dans cette pathologie-là, peut-être que l'effet pathologique est véritablement dû à ces lymphocytes T cytotoxiques. Donc si on cible les lymphocytes B, on va avoir moins d'effet. Alors que dans ces deux pathologies, on a peut-être un effet plus fort ou prédominant de ces auto-anticorps ou des lymphocytes B. Donc ce n'est pas parce qu'on détecte ces auto-anticorps que c'est nécessairement eux qui sont, on va dire, la force pathologique ou effectrice dans ces maladies. Mais dans la plupart des cas, elles le sont, comme par exemple dans cette pathologie-là. OK ? Donc on a des pathologies auto-immunes très très bien connues, la sclérose en plaques, les différentes maladies dont j'ai parlé, qui peuvent être liées soit au fait qu'on se mette à reconnaître donc, ces auto-antigènes, donc on crée des auto-anticorps. On ne sait pas exactement, dans le cas des deux pathologies, les deux dernières pathologies dont j'ai parlé, comment est-ce que cette amplification se fait. Dans le contexte de la sclérose en plaques, il y a probablement un mimétisme avec certaines molécules virales, mais il y a également une augmentation de la présentation des antigènes, et j'en ai dit deux mots, dans des contextes tumoraux. Alors, pourquoi ? Comment est-ce que quand on a certaines tumeurs, à certains endroits, à certains moments, dans le corps, pourquoi est-ce que cela peut constituer une source d'antigènes qui peut amplifier cette réponse auto-immune ? Donc, pour aborder cette question, on va se lancer dans un domaine qui s'appelle les syndromes neurologiques paranéoplasiques. Mais en fait, vous allez voir que c'est quelque chose qui n'est pas si compliqué que ça. Donc, qu'est-ce que c'est syndrome neurologique ? On voit, syndrome neurologique paranéoplasique. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble de manifestations cliniques induites par un cancer non lié à la tumeur principale, non lié aux métastases, mais qui résulte d'effets systémiques, le plus souvent immunologiques ou humoraux de la tumeur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le système immunitaire, quand il y a une tumeur, se bat contre cette tumeur. Le système immunitaire peut reconnaître cette tumeur comme étant quelque chose d'anormal et enclencher une réponse immunitaire. Et dans ce processus, il est capable de produire des anticorps ou des cellules immunitaires qui, en fait, peuvent avoir un effet collatéral. Et dans le contexte du cerveau, c'est quelque chose qu'on va retrouver de manière assez, on va dire, fréquent. Il y a des syndromes paranéoplasiques qui peuvent être souvent neurologiques. Pourquoi ? Parce que dans le contexte d'une tumeur, les cellules tumorales vont pouvoir se mettre à exprimer des choses qu'elles n'expriment pas normalement. Certaines des protéines ou des facteurs qu'elles se mettent à produire peuvent être des protéines qui sont normalement présentes dans le cerveau. Mais cette fois-ci, cette molécule se retrouve à l'extérieur du cerveau et donc n'est pas séparée du système immunitaire par la barrière hémato-encéphalique. Et à ce moment-là, le système immunitaire va pouvoir développer une réponse contre ces antigènes neuronaux et la réponse contre la tumeur va pouvoir passer la barrière hémato-encéphalique et à ce moment-là induire une réponse auto-immune sur le tissu neural qui est situé dans le cerveau. Est-ce que c'est clair ? Oui. Donc une réponse immunitaire contre la tumeur. Et alors en ce qui concerne les signaux neuronaux, alors là, voilà. Et donc on va avoir des syndromes neurologiques paranéoplasiques qui peuvent être induits de manière alors extrêmement variable en fonction de la tumeur, du type de tumeur,
du tissu, etc. etc. Ce qu'il faut garder à l'esprit par rapport ensuite aux pathologies dont je vais parler, c'est que cette réponse auto-immune, encore une fois, elle peut impliquer des lymphocytes T cytotoxiques ou la production d'anticorps qui vont pouvoir aller donc dans tout, on va dire qui vont pouvoir circuler et aller dans le système nerveux central, mais aussi dans le système nerveux périphérique. On a des syndromes neurologiques paranéoplasiques au niveau du système périphérique, avec notamment des neuropathies, etc., dans le contexte de certains cancers. Mais on a aussi des syndromes neurologiques paranéoplasiques au niveau central, qui sont, encore une fois, induits par la réponse immunitaire à une tumeur périphérique qui a un effet collatéral sur des composés présents dans le cerveau. Donc, pour pouvoir vous parler des encéphalites à auto-anticorps, on a fait un petit tour rapide de comment, pourquoi on peut déclencher une réponse auto-immune avec cette cette tolérance périphérique qui est éminemment dimorphique sur un plan de l'identité sexuelle et qui touche majoritairement les femmes, avec une augmentation de la présentation de certains antigènes qui peuvent être soit parce qu'on a une rupture de la barrière entre le cerveau et la circulation sanguine, mais qui peuvent être aussi liés à la présence de ces antigènes dans des tissus tumoraux qui ne sont normalement pas présents, ou alors qui sont liés à un mimétisme moléculaire dû à une infection virale passée. On peut aussi avoir un rôle de l'inflammation, un rôle du microbiote, bien sûr d'autres risques, notamment des risques génétiques qui impliquent certaines propriétés du système immunitaire, voilà, et qui peuvent être impliqués dans le déclenchement de différentes pathologies, mais nous on s'intéresse aujourd'hui bien évidemment qu'au cerveau. Donc dans ce contexte-là, maintenant qu'on sait tout ça, on va pouvoir s'intéresser à cette pathologie tout à fait étonnante qui est le cas des encéphalites auto-immunes. Alors, on va repartir dans l'historique de la découverte de ces pathologies et je tiens à dire qu'au colloque qu'on organise le 10 avril, dans le cadre de cette série de cours, on aura deux spécialistes de cette pathologie, le professeur Jérôme Honorat et le docteur Laurent Groc, qui s'intéressent vraiment à cette pathologie, aussi bien chez l'homme qu'à la compréhension des mécanismes moléculaires impliqués. Donc, la découverte de ces pathologies remonte en fait à une vingtaine d'années, donc c'est récent et en même temps pas si récent que ça, mais quand même assez récent. Et en fait vient la découverte de patientes, donc c'était que des patientes, qui avaient en fait un tératome ovarien, donc c'est une tumeur au niveau de l'ovaire, mais qui était accompagnée donc de syndromes paranéoplasiques déclenchés par la tumeur, qui étaient notamment des syndromes psychiatriques extrêmement, alors on va dire, c'est un mauvais mot, mais extrêmement forts ou extrêmement spectaculaires, c'est-à-dire des syndromes qui pouvaient impliquer des épisodes psychotiques aigus, notamment, et également tout un tas de symptômes psychiatriques, mais aussi potentiellement des syndromes neurologiques. Donc un spectre neuropsychiatrique, mais avec une composante psychiatrique et avec des épisodes psychotiques absolument spectaculaires. Et comme ces observations étaient faites chez des patientes qui avaient des cancers, et on y reviendra parce que ces encéphalites ne sont pas toujours liées à la présence de cellules tumorales, les chercheurs ont commencé à essayer de regarder, avec ce qu'on savait sur les syndromes paranéoplasiques, ont essayé de regarder est-ce que dans le sang de ces patientes, il y avait des auto-anticorps, quel type d'auto-anticorps, etc.
Et la première chose qu'ils ont observée, et ça c'est un point très particulier, c'est aussi pour ça qu'on parle de cet exemple, c'est dans le cadre des IRM qui ont été réalisés chez ces patientes, initialement, on détectait une encéphalite, donc une légère inflammation du tissu cérébral, mais pas de lésion. Donc on n'est pas du tout dans un contexte de type sclérose en plaques ou maladie démyélinisante. Le cerveau, la structure du cerveau dans ces pathologies n'est absolument pas atteinte. Il s'agit d'un dysfonctionnement lié à une inflammation du tissu sans atteinte de ce tissu. Et les chercheurs ont commencé à essayer de regarder, est-ce que quand on regarde dans le sang de ces patientes et qu'on utilise les anticorps présents dans le sang de ces patientes, qu'est-ce que l'on voit quand on le met sur du tissu neural? Et ils ont vu que, en fait, des anticorps présents chez ces patientes étaient capables, ici on le voit en utilisant ce qu'on appelle de l'immunohistochimie, on met des anticorps, on peut marquer ces anticorps avec des marqueurs fluorescents, on voit que voilà, des antigènes qui sont présents dans le tissu neural et sur certains neurones, certains axones, etc., à la surface de ces neurones. Alors là, on est en 2007, et ce que les chercheurs ont pu voir ensuite, c'est que en fait, ces anticorps reconnaissaient de manière assez spécifique des récepteurs qu'on appelle des récepteurs à NMDA. Et je reviendrai un tout petit peu très rapidement sur qu'est-ce que c'est que ces récepteurs, à quoi ça sert et pourquoi est-ce que finalement avoir ces anticorps pose un problème pour le fonctionnement du cerveau. Je vais juste faire une petite aparté pour parler de la dynamique, de la temporalité et du tableau clinique de ces encéphalites à anti-NMDA. Alors en français on dit anti-NMDA, mais c'est anti-NMDA-R, anti-récepteur NMDA. Et donc, ce sont encore une fois des pathologies qui ont un tableau clinique extrêmement particulier. Donc, extrêmement rapidement, en 1 à 2 semaines, on peut avoir un déclenchement de syndromes psychiatriques aigus qui peuvent aller donc hallucination, manie, agitation, mais on a aussi des crises psychotiques sévères, des problèmes d'élocution. Ça peut être de la catatonie, de l'insomnie, et on peut avoir aussi la présence de crises épileptiques. Et puis, assez rapidement, weeks to months, donc au bout de quelques semaines, on peut avoir des complications neurologiques, des problèmes de mouvement, de la dyspnée, de l'hypoventilation. Donc, on peut avoir des patientes qui sont mises sous respirateur dans ce contexte-là. Et puis, on peut avoir un month to year, sans traitement, on peut avoir quelque chose qui progresse de manière, avec une partie des symptômes qui récupèrent, mais on peut avoir aussi des anomalies qui restent. Et puis, ce syndrome très particulier psychiatrique qui a été, entre guillemets, bien caractérisé. Donc, ça veut dire que dans un contexte où on a une réaction du système immunitaire contre certains récepteurs présents dans le cerveau, cela peut induire des symptômes psychiatriques majeurs avec notamment un dysfonctionnement et en partie des épisodes psychotiques sévères et des défauts neurologiques. Donc ce sont des pathologies qui sont rares, qui touchent 80% de femmes, et l'âge médian c'est 20 à 30 ans, mais il y a aussi des cas pédiatriques. C'est une pathologie qui a aussi été extrêmement médiatisée par un livre qui a été écrit par Susanna Callahan, qui était une journaliste, je crois, au New York Post. Alors, je ne fais pas de publicité, je n'ai pas lu ce livre, il y a un film aussi. Donc, c'est Brain on Fire, My Months of Madness. Et donc, elle a été elle-même atteinte par cette pathologie, et donc elle le raconte de l'intérieur, où effectivement, elle a été dans un institut psychiatrique, etc., etc. Donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui de diagnostic. Quand ces pathologies sont diagnostiquées, et maintenant on a une bonne connaissance, mais c'est quelque chose qui est assez récent. Ces pathologies, notamment psychiatriques, neuropsychiatriques, ont été pendant longtemps finalement, on va dire,
peu caractérisées. Et il y a un vrai enjeu de les diagnostiquer pour pouvoir faire intervenir et pouvoir appliquer un traitement qui fonctionne relativement bien dans 80% des cas, qui est d'une part qui est une immunothérapie, qui est d'une part une corticothérapie pour réduire l'inflammation, alléger les symptômes. Et ensuite, soit on fait des immunoglobulines en intraveineuse pour enlever les anticorps présents dans la circulation sanguine, ou des échanges plasmatiques, c'est la même chose. Et on y reviendra. Et en général, maintenant, quand on détecte ces pathologies, ce ne sont pas toujours des patientes qui ont des tumeurs, et donc on recherche la présence de tumeurs pour savoir si c'est un symptôme paranéoplasique, c'est-à-dire un symptôme causé par une tumeur que parfois on ne voit pas encore. Alors je voudrais insister sur le fait que, pardon, excusez-moi, aujourd'hui on sait que ces patientes ne sont pas toujours atteintes de cancer. Ça peut être une réponse auto-immune qui n'est absolument pas liée à la présence d'un cancer. Mais cette pathologie a au départ été identifiée par cette approche. Parce que pourquoi aller chercher des auto-anticorps dans une pathologie psychiatrique ? Également, aujourd'hui, donc si c'est la première ligne de traitement, sont vraiment ces traitements-là, on peut aussi utiliser ces fameux anticorps anti-CD20 qui marchent relativement bien, et c'est en deuxième ligne, mais qui marchent relativement bien dans le cas de pathologies auto-immunes, qui, quelque part, montrent aussi clairement donc, tous ces aspects, le fait que ça soit que l'élimination des anticorps dans la circulation sanguine et les anti-CD20 soient effectivement efficaces, que la pathologie en elle-même est majoritairement liée à la présence de ces auto-anticorps qui reconnaissent, perturbent, induisent un dysfonctionnement du cerveau. Donc, revenons quelque part à pourquoi, comment est-ce que ces pathologies ou ces auto-anticorps contre ces récepteurs NMDA peuvent induire un tel dysfonctionnement. Alors, qu'est-ce que c'est que les récepteurs NMDA ? Donc, ce sont des récepteurs à un neurotransmetteur qui s'appelle le glutamate, qui est présent dans une grande majorité des synapses du cerveau, qui est un neurotransmetteur excitateur. Il y a plusieurs types de récepteurs au glutamate. Les récepteurs NMDA sont très particuliers dans ce sens qu'ils sont ouverts uniquement quand il y a des composés qui permettent son ouverture. Donc ce sont des canaux ioniques, pardon. Donc lorsque le glutamate se fixe, le canal ionique peut s'ouvrir et induire une dépolarisation et le passage d'ions dans la membrane. Et pour qu'il soit ouvert, il va falloir la présence de deux co-activateurs, la glycine et c'est pas ici là, mais un autre composé, éventuellement la sérine. Et il va falloir aussi que la membrane soit dépolarisée pour que ce qu'on appelle le bloc magnésium, qui a été découvert juste à côté à l'École normale supérieure par Philippe Ascher, pour que ce canal puisse s'ouvrir complètement. Et donc, c'est ce qu'on appelle un détecteur temporel, c'est-à-dire que non seulement il faut qu'il y ait du glutamate, mais en plus, il faut que la synapse soit active. Peu importe. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Des ions calcium peuvent rentrer. Et pourquoi est-ce que c'est important ? C'est important parce que le calcium est un messager intracellulaire qui va induire un grand nombre de cascades. Et dans ce contexte de la synapse, lorsque les canaux ioniques, les canaux à NMDA sont ouverts et laissent passer du calcium, on peut avoir de la plasticité. Dans un sens, la synapse peut devenir moins active ou la synapse peut devenir plus active. Et c'est la base, une des bases moléculaires synaptiques de la mémoire. Ces différents récepteurs NMDA peuvent avoir plusieurs sous-unités et un collègue, encore une fois juste à côté, Pierre Paoletti, qui est expert de ces canaux, a montré que la composition en termes de sous-unités était clé pour l'induction ou pas de la plasticité.
Donc des récepteurs qui sont présents dans la synapse et qui médient et qui sont importants pour réguler donc, toute l'activité excitatrice présente, etc. Ce qui est très important aussi, c'est ces petites flèches là. Donc ici, ce sont des synapses. On a donc c'est des points de communication entre deux neurones. Mais ce qui est très important, c'est que la présence de ces récepteurs dans la synapse vient aussi d'un mouvement dans la membrane de ces différents récepteurs. C'est-à-dire que c'est les lieux où ils sont actifs, mais en fait, la membrane d'un neurone, c'est quelque chose qui est fluide, les récepteurs peuvent se déplacer, et donc on peut avoir une accumulation à la synapse ou une non-accumulation à la synapse. Finalement, ça va moduler ou réguler le nombre de récepteurs présents et leur capacité à être actifs. Ce que je voudrais aussi souligner, c'est qu'une hypofonction de ces récepteurs a déjà été postulée, ou en tout cas, postulée, comme étant potentiellement un facteur de risque ou une implication, ou en tout cas un mécanisme potentiel dans différentes pathologies neurologiques et psychiatriques, où une hyporégulation ou une hypofonction des récepteurs NMDA pourrait potentiellement induire un dysfonctionnement cérébral majeur. Donc comment est-ce que des récepteurs des anticorps contre ces récepteurs pourraient agir et induire sur les synapses? Et alors ça, c'était une vraie question parce que les synapses, donc c'est des points de rencontre et des points de communication entre deux neurones, présynaptiques, postsynaptiques, mais ce sont vraiment des structures qui sont... Les deux neurones sont collés. On a une fente synaptique, mais qui est extrêmement petite. Et les anticorps, c'est des très grosses molécules. Donc comment est-ce que des anticorps pourraient moduler le fonctionnement ou l'activité de ces molécules dans une région qui est toute petite et qui est même protégée par d'autres cellules gliales? Et en fait, c'est les travaux notamment de l'équipe de Laurent Grock qui se sont intéressés à cette question et qui ont abordé la question d'une manière qui est la diffusion ou la propagation ou la localisation de ces différents récepteurs. Donc ici, c'est la synapse, mais on voit que les récepteurs peuvent circuler entre le dendrite et l'endroit où véritablement il va y avoir la synapse, le point de communication, en regardant différentes choses. Et on peut moduler ou regarder le trafic ou la localisation ou le positionnement de ces différents récepteurs en conditions normales ou en les mettant en présence de ces anticorps qui reconnaissent les récepteurs NMDA et qui sont isolés de patients. Et ce qu'ils ont pu voir, c'est qu'effectivement, ça a commencé à suggérer l'hypothèse qu'en effet, ces anticorps pouvaient moduler le déplacement et la localisation de ces anticorps. Donc, pour véritablement creuser cette question, et ça c'est encore des travaux très récents qui ont été publiés il y a une grosse année. Donc, ce qu'ils ont pu faire, c'est d'aller suivre le déplacement des différents récepteurs. Alors, comment est-ce qu'on suit le déplacement de molécules uniques? Là, il y a des développements technologiques majeurs. On peut les marquer, les associer à ce qu'on appelle des quantum dots, ou les suivre véritablement, ou marquer les anticorps de manière spécifique et, avec une microscopie extrêmement pointue, aller regarder le déplacement de ces structures qui sont forcément toutes petites et regarder comment, dans un arbre dendritique, donc à la surface des neurones, comment ces molécules se déplacent. Et ce qu'ils ont pu voir, c'est quelque chose qui est assez intéressant, donc ils ont regardé ce qui se passait quand ils mettent des anticorps qui ne reconnaissent pas ces récepteurs NMDA, des anticorps qui reconnaissent ces récepteurs NMDA, qui sont issus de patients. Et dans ce contexte-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut regarder l'effet d'anticorps isolés chez différents patients pour voir s'il y a quelque chose de commun dans la mécanistique et la symptomatologie, ou alors de prendre des fragments qui sont associés mais qui en fait ne reconnaissent pas spécifiquement
l'anticorps et de regarder. Donc ici, c'est pour regarder si c'est véritablement la reconnaissance spécifique de ce récepteur qui joue. Et ce qu'ils ont pu voir, c'est qu'effectivement, ils avaient un impact sur le déplacement et la motilité des récepteurs dans un contexte de culture de neurones. Et cet effet qui est observé à court terme, a un effet à moyen terme. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que, en fait, très probablement, on a initialement un effet qui n'est pas sur la synapse, mais qui va désorganiser le trafic, la composition, la présence de ces récepteurs en dehors de la synapse, et que ça va créer un déséquilibre qui va finir par modifier la composition de la synapse et la quantité et l'efficacité de ces récepteurs présents à la synapse, qui va ensuite globalement modifier le fonctionnement synaptique et donc le fonctionnement des neurones. OK ? Donc, dans ces encéphalites à auto-anticorps, ce qu'on a, c'est des auto-anticorps qui vont reconnaître des récepteurs qui sont très efficaces et très importants pour le fonctionnement des synapses, mais en agissant à côté des synapses, on va changer la localisation et l'efficacité de ces récepteurs aux synapses, ce qui fait qu'on peut induire un dysfonctionnement, cela induit probablement un dysfonctionnement assez global des synapses qui vont être atteintes ou modifiées par ces auto-anticorps. Donc, ce qui est assez, ce que ces données montrent, en fait, c'est que même si c'est une pathologie qui est rare, dans ce contexte-là, le fait que le système immunitaire se retourne contre des molécules du soi, contre ces récepteurs NMDA, est capable, sans détruire le cerveau, de bouleverser complètement le fonctionnement cérébral et d'induire très rapidement des symptômes psychiatriques majeurs, psychotiques également, et des syndromes neurologiques. Et que dans ce contexte-là, jouer très rapidement sur le système immunitaire permet, dans la plupart des cas, une réversibilité complète de la pathologie. Alors, la découverte de ces encéphalites anti-NMDA, en fait, a ouvert un champ qui est le champ des encéphalites auto-immunes. Donc, à partir de ces observations, et là, justement, on va pouvoir un petit peu étendre. Donc, les encéphalites anti-NMDA, au départ, elles ont été identifiées comme des syndromes paranéoplasiques, mais en fait, on peut avoir des encéphalites anti-NMDA qui ne sont pas liées à la présence de tumeurs, et on a certaines qui répondent à la thérapie, et apparition d'autres encéphalites auto-immunes qui, elles, ont l'air d'être très différentes. Donc, ça a ouvert le champ à la recherche d'auto-anticorps dans des contextes d'apparition de syndromes psychiatriques et neuropsychiatriques associés avec des encéphalites pour lesquels on n'avait pas d'origine virale évidente. Et comme vous le voyez, ça c'est les encéphalites anti-NMDA, on a maintenant un grand nombre de molécules d'auto-anticorps contre des molécules qui sont associées à ce spectre d'encéphalite auto-immune. Et quand on regarde en fait ici ce qui sont associés à des tumeurs ou pas, on a des choses extrêmement variables. Par exemple, ici, cet antigène U ou IO sont associés dans la grande majorité des cas à des syndromes paranéoplasiques, c'est-à-dire que ces encéphalites sont vraiment associés à 85 ou 90% des cas à des tumeurs. Dans ce cas-là, ce sont des tumeurs, petites cellules des poumons, des cancers du poumon. Et ici, c'est plutôt des cancers ovariens, des cancers du sein. Alors que dans le cas de ces encéphalites anti-NMDA, mais aussi dans cet autre composé présent ici, on a finalement un nombre beaucoup plus faible associé à des tumeurs, donc de cause. On ne sait pas ce qui déclenche ces encéphalites auto-immunes.
Et on a maintenant encore une fois, différents auto-anticorps, etc., etc. Alors, quelles sont les données démographiques? En fonction des auto-anticorps, on va avoir plus ou moins de biais ou de dimorphisme sexuel. Donc NMDA, c'est vraiment très majoritairement des femmes, mais il y a d'autres pathologies où ce n'est pas le cas. Et c'est des choses qui sont encore en cours d'étude. Et on a aussi des différences en termes d'âge. Donc les encéphalites anti-NMDA sont vraiment des pathologies de jeunes femmes, alors qu'on a d'autres encéphalites auto-immunes qui sont qui atteignent beaucoup moins sélectivement ou préférentiellement les femmes et des patients d'âge beaucoup plus élevé. Alors quand on regarde finalement parmi toute cette foule d'auto-anticorps, est-ce qu'il y a des choses ou on va dire des traits communs qui ressortent? Et en fait, ce qui a maintenant été bien caractérisé, mais c'est encore une fois extrêmement récent, c'est qu'on a deux grandes classes d'encéphalites auto-immunes. Donc, d'une part, des encéphalites auto-immunes qui vont, où les anticorps vont reconnaître des antigènes de surface, donc les récepteurs NMDA, mais d'autres facteurs qui sont présents à la surface. Ici, quand on met les anticorps, on voit qu'on peut décorer des neurones, donc ces antigènes sont présents à la surface, et d'autres encéphalites qui reconnaissent des molécules qui sont situées à l'intérieur des cellules. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ces deux types d'encéphalites sont assez différentes, même si les mécanismes moléculaires pathologiques sont un petit peu communs. Donc je disais, on peut soit avoir une encéphalite virale, soit une tumeur, soit d'autres choses qu'on ne connaît pas. Et ça va déclencher une réponse immunitaire avec ici des lymphocytes B, mais aussi des lymphocytes cytotoxiques. Donc on peut avoir les deux aspects, encore une fois, soit des anticorps qui vont, comme dans le cas de l'encéphalite anti-NMDA, agir sur certains composés, soit une réponse de lymphocytes T cytotoxiques qui peuvent commencer à détruire le tissu. Et on va se retrouver dans deux cas différents. Et pour un petit peu résumer schématiquement, lorsque l'on a des antigènes qui reconnaissent des composés de surface, c'est principalement les anticorps qui vont agir et qui vont empêcher ou moduler la fonction, alors que quand on a des antigènes qui sont présents à l'intérieur, en fait, la pathologie est principalement liée à l'action de lymphocytes T cytotoxiques et donc qui vont potentiellement induire, comme dans le contexte des pathologies précédentes, des lésions du tissu. Donc, dans ces deux cas, on a vraiment, finalement, presque deux sous-types de pathologies. Dans un cas, la pathologie est liée à la présence de ces fameux auto-anticorps qui, de manière presque transitoire, perturbent le fonctionnement. Et dans ces contextes-là, on va voir qu'on a un excellent pronostic en termes d'immunothérapie, puisque quand on bloque ou qu'on affecte cette réponse immunitaire déplacée, on va dire, ou dommage collatéral, on a une très bonne réversibilité on va dire des symptômes, alors que dans ce contexte-là, on va avoir une activation des lymphocytes T cytotoxiques qui potentiellement induit une mort neuronale. Ces pathologies et ces encéphalites auto-immunes sont majoritairement liées à des syndromes paranéoplasiques, donc dans des contextes véritablement de tumeurs. Et là, on a une efficacité de l'immunothérapie qui est beaucoup plus faible et donc une évolution qui n'est pas, en tout cas, un effet beaucoup moins, un effet relativement mauvais de l'immunothérapie. Donc une importance aussi de bien classifier ou de bien comprendre ces encéphalites auto-immunes pour essayer de voir dans quel contexte et quel schéma et quel parcours de traitement est important.
Alors, juste avant de véritablement conclure et de mettre en perspective et de vous dire 2-3 choses peut-être du Covid long si j'ai le temps, encore une fois, pour vous dire que dans ce contexte-là, des encéphalites auto-immunes, ce sont des pathologies qui restent rares, même si à l'heure actuelle, on découvre de plus en plus d'auto-anticorps dans des contextes, et donc les chercheurs essayent de classifier et de voir à quoi ça correspond. On a aussi des cas, finalement, où on peut induire des syndromes qui ressemblent à ces encéphalites auto-immunes, ou qui sont même directement des encéphalites auto-immunes, dans le cas de traitement de certains cancers, puisque aujourd'hui, l'immunothérapie, et c'est une avancée formidable, l'immunothérapie permet véritablement un changement radical dans certains cancers du pronostic. Qu'est-ce que c'est que l'immunothérapie dans ces contextes-là? Ce sont des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire, c'est-à-dire des anticorps contre ces molécules, ici CTLA4, PDL1, PD1, qui sont en fait des freins à l'activation du système immunitaire. Et les tumeurs, qui sont très souvent malignes, jouent sur ces freins pour empêcher la réponse du système immunitaire. Et quand on bloque ces freins, à ce moment-là, on peut booster la réponse immunitaire de l'organisme face à ces tumeurs. Et dans un certain nombre de cancers, ça a été, ces dernières années, une avancée absolument exceptionnelle qui a changé le pronostic pour certains cancers. Bien sûr, de la manière dont je dis, vous imaginez que dans certains cas, ces immunothérapies peuvent induire des syndromes paranéoplasiques et justement des encéphalites auto-immunes. Et dans ces cas-là, on est obligé d'arrêter, d'interrompre, de moduler le traitement. Et donc, il y a aussi un regain d'intérêt pour le traitement et le diagnostic de ces encéphalites auto-immunes également dans ce cas-là. Donc, juste pour revenir, pour remettre ces encéphalites anti-NMDA dans ce contexte, voilà, on a maintenant des encéphalites qui vont reconnaître des composés intracellulaires, extracellulaires. Celles extracellulaires vont répondre beaucoup mieux à la thérapie. Elles sont beaucoup moins associées à des tumeurs et on va avoir un lien avec les encéphalites qui va être différent. Donc je disais, voilà, c'est une liste qui augmente régulièrement. Les praticiens cherchent. On peut avoir des effets extrêmement différents. Ici, une apnée du sommeil, des encéphalites limbiques, des syndromes plus ou moins psychiatriques, plus ou moins neurologiques. Mais en tout cas, ce que ces pathologies extrêmes montrent, c'est qu'une réaction ciblée du système immunitaire, cette fois-ci, pas comme des molécules anti-inflammatoires, diffuses, etc., mais ciblée du système immunitaire sur certains composés essentiels à son fonctionnement, peut véritablement, sans induire de lésions, donc dans le cas des encéphalites NMDA, on n'a a priori pas de lésions, on peut avoir une très bonne récupération si le diagnostic est fait tôt et le traitement est mis en place tôt. Un dysfonctionnement véritable du cerveau avec des symptômes qui sont psychiatriques et neurologiques et extrêmement rapides et spectaculaires. Donc, dans le contexte du cours, ce que l'on peut voir, c'est que effectivement, les signaux immunitaires peuvent apporter une information au cerveau dans un contexte physiologique de réponse et une information qui va permettre d'avoir une réponse comportementale adaptée. Dans un contexte où ces signaux sont complètement dérégulés ou peuvent être ciblés en termes d'atteinte particulière et attaquer le fonctionnement du cerveau, on a des chamboulements majeurs. Et ça montre véritablement que, aussi bien au niveau inflammatoire qu'au niveau des pathologies auto-immunes, on a des croisements et des interactions entre ces deux grands systèmes et potentiellement des modulations et des atteintes cérébrales qu'il est important de continuer à explorer. Alors, je vais juste, en termes de conclusion, vous dire deux mots
d'une pathologie qui a, on va dire, suscité énormément d'intérêt dans ce contexte-là, qui est la pathologie du Covid long. Donc le Covid long, ce sont donc des conséquences on va dire, un champ de symptômes qui sont associés ou qui font suite à une infection par le virus du SARS-CoV-2, qui est responsable d'un Covid aigu, mais qui peut induire des symptômes qui vont rester pendant assez longtemps. Et on va retrouver donc des facteurs de risque, comme par exemple plus de femmes qui sont atteintes par le Covid long et le statut immunitaire, etc. etc. Et on a des présentations cliniques qu'on va retrouver qui sont maintenant extrêmement bien décrites. Et en ce qui concerne véritablement les symptômes cliniques, ce qui concerne le fonctionnement du cerveau, on va retrouver alors, de la fatigue, de l'anxiété, ce fameux brouillard mental qui a en fait, c'était quelque chose qui était utilisé comme ça, mais la dénomination et la caractérisation de cet état particulier qui ensuite a fait écho à énormément de pathologies chroniques inflammatoires, auto-immunitaires. Ah ben oui, on retrouve ce brain fog, a vraiment, entre guillemets, été mis au point et élaboré en réponse à ce que l'on pouvait observer, notamment dans le contexte de la pandémie du Covid et puis d'autres symptômes. Alors, comment est-ce qu'une infection virale peut, à très long terme, induire des dérèglements et des fonctionnements du cerveau, on va dire un panel de syndromes neuropsychiatriques qui peuvent parfois ne pas être pris en considération. Alors, il y a énormément de laboratoires, de chercheurs, de cliniciens qui travaillent là-dessus. C'est quelque chose de très compliqué, mais de continuer à explorer ces communications entre système nerveux et cerveau, je pense, peuvent apporter... système immunitaire et cerveau peuvent apporter en tout cas des pistes. Et une piste intéressante, à mon avis, c'est que des chercheurs, là encore très récemment, ont montré que la protéine spike, donc qui est cette protéine qui est une protéine virale, continue à être présente et détectée dans les méninges extrêmement longtemps après la fin de l'infection, dans certains contextes et chez certains patients. Et comme on l'a vu, les méninges, c'est rempli de cellules immunitaires qui peuvent produire des cytokines diverses et variées. Et donc la présence de cette protéine spike de manière continue au niveau des méninges, qui encore une fois est un site extrêmement dynamique de population de cellules immunitaires qui peut directement influer sur le cerveau, est probablement quelque chose d'intéressant à suivre. Et ce qui a bien été montré également maintenant, c'est qu'en fait, on a une persistance, je disais, dans les méninges, mais il y a aussi très probablement le déclenchement d'une petite auto-immunité qui est en cours de caractérisation. Et ce qui est maintenant bien caractérisé, c'est que tous ces symptômes sont effectivement liés à un malfonctionnement des circuits cérébraux que l'on peut documenter avec différentes approches chez l'homme. Donc, on arrive à la fin de ce cours, mais je voudrais quand même juste conclure pour vous dire encore une fois que ce que l'on observe dans des exemples extrêmes qui permettent de conclure de manière non équivoque qu'une dérégulation soit dans la temporalité, la chronicité ou une sortie d'un contexte physiologique ou physiopathologique, qui est la réponse à une infection à un moment donné, aussi bien au niveau des cytokines que d'un déclenchement d'une réponse immunitaire ciblée, comme dans le cas des encéphalites à NMDA, peuvent induire des dysfonctionnements majeurs, aussi bien et induire des déficits psychiatriques et neuropsychiatriques, donc neurologiques et psychiatriques, ce qui permet de montrer, encore une fois, ces interactions croisées et la capacité de dérégulation du système immunitaire pouvant induire, c'est un petit peu comme un dommage collatéral, une modification du fonctionnement cérébral. Je voudrais juste finir pour dire que, bien sûr,
continuer à explorer ces pistes ne veut absolument pas dire que toutes les pathologies neurologiques ou psychiatriques ont une origine ou une composante immunitaire, et qu'il est extrêmement important, encore une fois, de remettre ces éléments dans un contexte plus général. Bien sûr, tout en gardant, j'ai beaucoup parlé de pathologie aujourd'hui, je ne suis pas médecin, mais de pouvoir continuer à véritablement utiliser ces informations qui émergent aussi bien d'analyse de cohortes larges, donc épidémiologiques, solides, d'intégrer également les neurologues et les psychiatres et les chercheurs pour continuer à avancer, ce qui bien sûr ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à accompagner les patients au quotidien, améliorer les traitements et avoir un suivi des patients dans leur parcours thérapeutique qui peut parfois être particulièrement difficile. Alors, je ne pourrais pas terminer sans vous dire que la semaine prochaine, on va changer. On va s'intéresser à la douleur et on va véritablement essayer de comprendre comment est-ce que les interactions neuro-immunitaires sont très importantes dans la douleur. Pourquoi est-ce qu'au niveau très périphérique, finalement, l'immunité peut moduler la douleur? Pourquoi et comment est-ce qu'au niveau du système nerveux central de la moelle, on peut avoir plus de douleur ou moins de douleur en fonction d'un statut immunitaire? Et puis même au niveau cérébral, comment est-ce que le cerveau peut lui-même, à ce moment-là, déclencher ou réguler une douleur qui, en fait, n'existe pas en périphérie. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais remettre mon masque. S'il y a des gens qui ont des questions, je suis là.